Roland Lino, bonjour. Bonjour, Bruno Chrétien. Vous êtes un des meilleurs spécialistes de toutes les questions ayant trait au statut social et juridique des dirigeants. À ce titre, vous suivez depuis plus de 20 ans maintenant les vicissitudes de la loi Madelin et donc de la protection sociale facultative des indépendants. Tout d'abord, que pensez-vous de la portée du rescrit de 2014 sur la notion de rémunération brute applicable aux dirigeants de société? Alors tout ça a fait couler beaucoup d'encre depuis maintenant de nombreuses années. Et en fait, pour être très précis, depuis la loi Fillon 2003 sur les retraites. Puisque avant, il n'y avait pas de vrai problème, puisque le plafond était calculé même sur un plafond de sécurité sociale et n'était pas lié directement à la rémunération du dirigeant. Mais depuis la loi Fillon, donc depuis 2003, le plafond Madelin est calculé d'après la rémunération du dirigeant. Qu'entend-on par rémunération? Et c'est là que beaucoup de débats se sont instaurés. Il y a eu deux rescrits. Le premier rescrit date de juin 2009 et ce rescrit précisait que le plafond était calculé sur la rémunération brute. Mais déjà, à cette époque, il y avait deux écoles, puisque la rémunération brute pour un gérant majoritaire, on peut dire que ça n'existe pas. La rémunération brute, si on devait la qualifier, si on devait suivre la doctrine comptable, la rémunération brute, c'est la rémunération, plus l'ensemble des cotisations sociales, c'est-à-dire cotisations obligatoires et cotisations facultatives. La deuxième école avait une transcription plus stricte de la rémunération brute, puisqu'elle ne prenait finalement que la rémunération nette, c'est-à-dire la somme sonnant et trébuchant qui était versée aux dirigeants. Et donc le rescrit de mai 2014 nous dit qu'il faut prendre la rémunération, et au sens de ce rescrit, la rémunération, c'est la rémunération versée aux dirigeants, plus les cotisations facultatives, c'est-à-dire les cotisations Madelin, plus la CSG, CRDS non déductible. Donc en fait, finalement, il y avait deux écoles depuis 2009, et en 2014, c'est une troisième voie qui l'a emporté. Sur ce point, la position de l'administration fiscale devrait-elle être revue, selon vous? À mon avis, oui. Et sur deux points. Car, comme vous le savez, les dividendes distribués aux dirigeants de SARL, de CELARL et de IRL sont soumis à cotisation lorsque ces dividendes dépassent certaines limites. Aujourd'hui, ces dividendes sont, on peut dire, des quasi-rémunérations. Et donc, il n'est pas aujourd'hui acceptable que les dividendes soumis à cotisation sociale n'entrent pas dans l'assiette du calcul du disponible Madelin. Et le deuxième point, là encore, on en revient à la définition de la rémunération brute. Il faudrait absolument que l'administration s'aligne sur la doctrine comptable et que doctrine fiscale et doctrine comptable soient compatibles quant à la définition de la rémunération brute. Et aujourd'hui, la doctrine comptable est assez claire, hein. La rémunération brute est l'ensemble des sommes qui sont mises à la disposition de l'associé gérant versé par la société. Cela veut dire, en clair, c'est les rémunérations nettes stricto sensu, plus l'ensemble des cotisations prises en charge par la société pour le compte de son gérant, c'est-à-dire les cotisations obligatoires et les cotisations facultatives. Alors selon vous, sur quel point la législation devrait-elle s'améliorer pour permettre un meilleur fonctionnement des contrats Madelin? Jusqu'à présent, nous avons parlé de la définition de la rémunération servant au calcul du disponible Madelin. Alors vous avez vu qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes pour qualifier cette rémunération. Le deuxième problème, ou en tout cas la deuxième difficulté qui existe pour le calcul du disponible Madelin, c'est que ce disponible Madelin est impacté par d'autres plafonds, et notamment le disponible PERP, PERP, et le disponible PERCO. Aujourd'hui, à mon sens, il serait plus simple et plus efficace que chacun de ces dispositifs ait son propre plafond et que tout ça fonctionne à cloison étanche. Alors pour finir, je voudrais revenir avec vous sur un feuilleton qui a beaucoup agité les dernières semaines de 2014, à savoir la question de l'assujettissement des dividendes à charge sociale pour les dirigeants de société. Est-ce que vous pouvez nous redire rapidement ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est de ce débat et finalement que pensez-vous de la position qui a in fine été adoptée par la loi?
Comme vous le savez, depuis quelques années, petit à petit, en fait, les dividendes versés aux dirigeants de sociétés ont été, dans certaines limites, soumis à cotisation sociale. Ça a d'abord été les dirigeants de sociétés d'exercice libéral, et ensuite nous avons les dirigeants d'SARL et les dirigeants d'EIRL. Un amendement, on va dire en douce, est passé sous le prétexte qu'il fallait harmoniser le traitement des dividendes vis-à-vis des cotisations sociales pour l'ensemble des dirigeants. Et donc l'amendement spécifiait que les dividendes versés aux dirigeants de sociétés anonymes et de sociétés par action simplifiée devaient, comme pour les dirigeants de SEL, SARL et URL, être soumis à cotisation sociale. Cet amendement a été retoqué par le Sénat sous prétexte que la ponction fiscalo-sociale serait trop lourde. Et en effet, quand on fait les calculs, en fait, quand une société fait un bénéfice de 100, quand on passe au travers des filtres impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et cotisation sociale, il ne reste plus que 38% aux dirigeants au final. Donc la pression fiscalo-sociale s'établit à 62%. Et donc, au prétexte que la pression était trop lourde, cet amendement a été retoqué par le Sénat et ensuite a été évidemment retoqué par l'Assemblée nationale. Mais tout ça me paraît malgré tout inéquitable, puisque si la pression est trop lourde pour les dirigeants de SA et SAS, évidemment cette pression est la même pour les dirigeants des SARL, de sociétés d'exercice libéral et de URL. Donc là aussi, il faudrait faire un retour en arrière. Alors, à mon sens, pas complètement un retour en arrière, mais il faudrait pouvoir faire en sorte que les dividendes ne soient plus soumis à cotisation sociale, sauf dans des situations d'abus. Et c'est ce que préconise l'Institut de la protection sociale. La position de l'Institut de la protection sociale, en fait, est assez simple. C'est de sanctionner, entre guillemets, de cotisation sociale, uniquement les dirigeants qui prélèveraient trop de dividendes au détriment de rémunération. Alors ça veut dire quoi, trop prélevé? On peut considérer qu'une rémunération normale est le plafond de la sécurité sociale, et si un dirigeant qui ne gagne pas le plafond de sécurité sociale, mais qui malgré tout se voit attribuer des dividendes, et bien cette partie de dividendes serait soumise à cotisation sociale. Roland Linéau, merci de ces précisions. Dans vos propos, finalement, la législation Madelin devient simple, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc à très bientôt sur la chaîne de l'Institut de la protection sociale.